la France n'a jamais été indépendante énergétiquement depuis qu'elle a quitté l'ère des énergies renouvelables. C'est-à-dire que nous étions indépendants énergétiquement à l'époque où nous utilisions exclusivement les pierres et le bois du sol français pour construire des moulins à vent, les pierres du sol français et le bois pour construire des moulins à eau, et le bois français et l'herbe française pour faire avancer des animaux de trait. Depuis que nous sommes rentrés dans l'ère des combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire et des nouvelles énergies renouvelables, etc., en fait, nous ne sommes pas indépendants parce que nous dépendons. Il y a une espèce d'imbrication des énergies. Je ne sais pas si l'historien des énergies qui est venu ici, c'est Jean-Baptiste Fressoz. Non, c'est pas lui, mais sinon, en fait, il y a une imbrication des énergies qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dégager une énergie de façon individualisée d'un système. Elles sont toutes imbriquées. Et par exemple, on ne fait pas de réacteur nucléaire sans métallurgie, donc sans charbon. On ne fait pas de panneaux photovoltaïques sans électricité au charbon, donc sans charbon. On ne les fait pas venir depuis la Chine sans pétrole, parce qu'il faut que ça vienne. Donc en fait, il y a une imbrication des énergies aujourd'hui. Et sauf à ce qu'un pays maîtrise sur son sol la totalité à la fois des sources énergétiques impliquées, donc la totalité des énergies actuellement utilisées dans le monde, et la totalité des mines métalliques qui sont nécessaires pour fournir les dispositifs d'extraction de l'énergie de l'environnement et de transformation en des vecteurs énergétiques qui permettent d'alimenter nos machines, eh bien, on ne peut pas parler d'indépendance énergétique ou de souveraineté énergétique. Donc, en fait, aucun pays ne la possède totalement. En fait, sur toutes les énergies fossiles, l'Europe étant, entre guillemets, perte de souveraineté depuis 2005 pour le gaz, 2008 pour le pétrole et les années 50 pour le charbon. Donc il faut bien voir qu'en fait, sur les énergies fossiles qui sont le premier moteur de la civilisation dans laquelle nous vivons, la question de la perte de souveraineté, elle est déjà à l'œuvre depuis longtemps et ça va s'accélérer. En fait, les énergies renouvelables et le nucléaire ne sont pas sans carbone si on regarde en analyse de cycle de vie, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il faut du charbon pour faire la métallurgie amont, il faut de la pétrochimie pour faire de la chimie organique, pour faire la chimie à l'amont, etc. Après, il faut compter. Et le résultat des comptes n'est pas le même en ce qui concerne les différentes énergies renouvelables, le nucléaire, etc. Après, il y a une deuxième chose qu'il faut bien voir en ce qui concerne les ressources métalliques, c'est qu'il y a un cercle, alors je ne sais pas si je dois l'appeler vicieux ou en tout cas d'asservissement, entre l'énergie et les métaux, tout simplement parce qu'avec le temps, la teneur en métal des minerais baisse, et ça veut dire qu'il faut de plus en plus d'énergie pour produire une tonne d'un métal donné. Pour vous donner un exemple, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, dans les premières mines de cuivre qui ont été exploitées dans le monde, et notamment la mine de Rio Tinto, qui a donné son nom ensuite au groupe minier éponyme qui se trouve en Espagne, je crois qu'au début de l'exploitation minière, il y avait de l'ordre de 15 à 20% de cuivre en poids dans le minerai. Aujourd'hui, la teneur moyenne en cuivre en poids dans le minerai des mines exploitées dans le monde, c'est 0,4%. Et donc on est descendu de 20 à 0,4. Et il y a un mouvement général de baisse de la teneur en métaux de toutes les mines qu'on exploite dans le monde. Et c'est évidemment pour cette raison-là qu'une partie des mines françaises ont été abandonnées, parce qu'il y a encore un peu de ressources en France, mais que les mines françaises ont été abandonnées, tout simplement parce que la teneur devenait trop basse et que du coup, c'était pas rentable en compétition avec d'autres gisements dans le monde qui étaient plus intéressants. Donc pour accéder aux métaux, il faut de l'énergie. Et les ressources qu'on peut éventuellement avoir en France, elles sont conditionnées nécessairement à la quantité d'énergie dont on peut disposer pour accéder aux métaux en question, et par ailleurs au gisement de départ, à l'inventaire de départ. On restera nécessairement dépendant, pour partie, de choses qui ne viennent pas de France. Quand on regarde par exemple les quantités de cuivre qui sont impliquées dans le développement de tout ce qui est électrique, il est évident qu'en France, on ne peut pas déployer quoi que ce soit de significatif comme mode renouvelable ou même pas renouvelable et comme usage aval électrique sans importer du cuivre. C'est pas possible. Alors ça sera peut-être facile, ça sera peut-être difficile, j'en sais rien. Sur le cuivre, il y a une information qui a été publiée par l'Agence internationale de l'énergie il n'y a pas très longtemps, disant que les mines de cuivre en fonctionnement dans le monde et celles qui sont en cours de développement, donc en cours de développement, ça veut dire que les infrastructures d'exploitation du minerai sont en cours de construction, passeraient leur pic entre maintenant et dans 2 ans. Si on raisonne en termes de dépendance, c'est-à-dire si l'étranger n'existait pas, est-ce qu'on pourrait toujours faire fonctionner le système français ?
À ce moment, on n'est pas plus indépendant sur le nucléaire que sur le reste. Par contre, on n'est pas dépendant de la même manière. Et en particulier, si je compare aux hydrocarbures, on a un confort, j'ai envie de dire, temporel, qui n'est pas exactement le même. En ce qui concerne les hydrocarbures, comme vous le savez probablement, on a 3 mois de stock en France. C'est-à-dire que si demain matin, tous nos fournisseurs nous coupent les vivres sur le pétrole, le pays fonctionne 3 mois et puis s'arrête. Alors en fait, il s'arrêtera même bien avant parce qu'il y a des stocks stratégiques qu'on n'utilisera pas parce qu'on les gardera pour l'armée, les ambulances et je ne sais pas quoi. Donc très vite, le pays s'arrête. En ce qui concerne l'uranium, on peut stocker des années de fonctionnement sur le sol. Et des années, ça laisse un peu plus de temps pour se retourner si on a un problème avec un fournisseur que 3 mois. Voilà. En gros, en passant des hydrocarbures au nucléaire, ce qui est la décision qu'on a prise dans la production électrique dans les années 70, 70, bien évidemment, nous avons gagné en confort stricto sensu. On ne peut pas dire qu'on ait gagné en indépendance. Par contre, on a gagné en confort et on a gagné en part de valeur ajoutée qui est réalisée sur le sol français versus ce qui est fait à l'étranger. On a aussi gagné, même si ce n'était pas le but à l'époque, mais du coup c'est quand même un atout précieux sur les émissions de CO2. Stricto sensu, on ne gagnerait toujours pas en indépendance, parce que par exemple pour faire une centrale nucléaire il faut du chrome, on n'a pas de chrome en France, il faut du cuivre, on n'a pas de cuivre en France, donc c'est toujours pareil. Si on veut être strict sur les termes, non, on ne gagne pas en indépendance. On a toujours besoin d'un fournisseur étranger. Mais on gagne en confort. On gagne en confort et on gagne en quantité. Alors, en ce qui concerne le cuivre, si mes derniers chiffres sont exacts, parce qu'il y avait un document de l'Agence internationale de l'énergie qui donnait ça, il me semble que le rapport entre le solaire et le nucléaire, c'est de l'ordre de grandeur, c'est plus de 10 sur la quantité de cuivre par kilowattheure produit. Donc, dans un cas comme dans l'autre, si on veut faire du décarboné, on est moins dépendant. Si on fait du nucléaire que si on fait un système solaire. Et d'une manière générale, les énergies renouvelables qui exploitent des sources diffuses, donc le vent et le soleil, ont besoin de plus de collecteurs pour avoir la même quantité d'énergie à l'arrivée, sans parler du fait qu'en plus, il faut concentrer, parce qu'aujourd'hui on vit dans une civilisation de la puissance, donc on a besoin de sources concentrées. Il faut, enfin en tout cas si on veut maintenir un système qui n'est pas trop éloigné du système actuel, après on peut débattre d'autres choses, il faut concentrer et il faut éventuellement stocker, parce que les hydrocarbures assurent également la fonction de stock, j'ai envie de dire par construction. Tout ça demande également des moyens supplémentaires, et donc à chaque fois des métaux en plus. Donc stricto sensu, développer la filière nucléaire, je le répète, c'est pas être indépendant puisqu'on a toujours besoin de fournisseurs de métaux étrangers, c'est être moins dépendant au niveau des métaux que d'autres options. En ce qui concerne l'éolien, c'est très simple, on compte l'énergie électrique qui sort d'une éolienne quand les pales sont mises en mouvement par la force du vent. La limite, alors l'avantage de l'éolien, c'est qu'effectivement, une fois construite, l'éolienne n'engendre pas d'émissions. Les limites sont que, comme ça exploite une énergie relativement diffuse, parce que l'air, c'est pas très dense, voilà, donc dans E égale 1,5 de MV2, donc dans un mètre cube d'air en mouvement, il n'y a pas beaucoup d'énergie cinétique. Et donc, il faut construire beaucoup d'éoliennes pour récupérer des quantités significatives d'électricité. Ça veut dire avoir beaucoup de projets, et donc à ce moment, il y a beaucoup d'endroits où il y a des gens qui sont éventuellement capables de discuter. Alors on peut soit leur dire vous ne discutez pas, soit discuter. Les deux options ont des avantages et des inconvénients. Et ensuite, le vent n'est pas toujours régulier en permanence. Et une éolienne, il faut savoir que sa puissance dépend du cube du vent. Donc si vous divisez la vitesse du vent par 2, la puissance électrique fournie est divisée par 8. Ce qui veut dire que, et quand vous regardez à l'échelle de l'Europe, même avec l'interconnexion de toutes les éoliennes européennes, l'ensemble du parc éolien européen peut descendre à 2, rarement, mais il y a quelques moments dans l'année où il descend à moins de 5% de la puissance installée pour l'ensemble de l'Europe. Donc on ne peut pas avoir un système qui est purement éolien. Et même en rajoutant du solaire, qui est un peu contracyclique par rapport à l'éolien, parce que vous avez plutôt de l'éolien l'hiver, quand il y a peu de soleil, et plutôt du soleil l'été, quand il y a peu de vent, donc vous avez deux systèmes contracycliques, enfin un peu contracycliques, l'ensemble des deux ne permet toujours pas d'avoir un approvisionnement garanti. Donc, ces énergies-là, elles ont comme limite une limite en emplacement, il faut avoir beaucoup d'emplacements, et une limite en matériaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisqu'elles sont beaucoup plus intensives en métal que les modes centralisés que nous avons l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant.
Donc c'est des limites qui sont plutôt physiques, à contrario des limites du nucléaire, qui sont plutôt des limites de compétences et de consensus, j'ai envie de dire. La limite côté nucléaire, elle est plus du côté de la volonté humaine. La limite côté nouvelles énergies renouvelables, elle est plus du côté des barrières physiques. Le nucléaire, pour moi, n'a rien à faire dans un cadre privé. C'est par essence une activité qui est régalienne, qui relève de l'État et qui doit accéder à des financements qui sont ceux de l'État. Mais j'ai le même raisonnement pour les ENR. Je fais partie des gens qui considèrent que d'avoir fourni des produits financiers à 15% de rendement sur capitaux investis sur les premiers panneaux solaires, c'était quelque chose qui n'aurait jamais dû exister.